Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 18. La porte était entr'ouverte. Ils entrèrent. « John !» De la salle de bain arriva un bruit désagréable et caractéristique. « Qu'est-ce donc qui ne va pas » cria Helmholtz. Il n'y eut pas de réponse. Le bruit désagréable fut répété 2 fois. Il y eut un silence. Puis, avec un cliquetis métallique, la porte de la salle de bain s'ouvrit, et tout pâle, le sauvage apparut. « Dites donc, » cria Helmholtz avec sollicitude, « vous avez réellement l'air malade, John. »« Avez-vous mangé quelque chose qui n'a pas passé » demanda Bernard. Le sauvage fit un signe de tête affirmatif. « J'ai mangé la civilisation. »« Hein ? Elle m'a empoisonné, j'ai été souillé, et ensuite, ajouta-t-il d'une voix plus basse, j'ai mangé mon propre péché. »« Oui, mais quoi donc au juste ? Je veux dire, à l'instant, vous... » « Maintenant je suis purifié, dit le sauvage. J'ai bu de la moutarde avec de l'eau tiède. » Les autres le dévisagèrent avec étonnement. « Vous voulez dire que vous le faisiez exprès » demanda Bernard. « C'est comme cela que les Indiens se purifient toujours. » Il s'assit et, soupirant, se passa la main sur le front. « Je vais me reposer quelques instants, dit-il. Je suis un peu fatigué. »« Eh bien, ça ne m'étonne pas, dit Helmholtz, après un silence. « Nous venons vous dire au revoir, reprit-il sur un autre ton. Nous partons demain matin. »« Oui, nous partons demain matin, dit Bernard, sur le visage de qui le sauvage remarqua une expression nouvelle, de détermination résignée. Et à propos, John, continua-t-il, se penchant en avant sur sa chaise et posant une main sur le genou du sauvage, je voudrais vous dire combien je regrette tout ce qui s'est passé hier. Il rougit. Combien j'ai honte, reprit-il, malgré sa voix incertaine. Combien, en vérité... Le sauvage l'interrompit tout net, et lui prenant la main, la pressa affectueusement. « Helmholtz a été extraordinairement gentil pour moi, reprit Bernard après une petite pause. Sans lui, j'aurais... »« Allons, allons, protesta Helmholtz. » Il y eut un silence. Malgré leur tristesse, à cause de leur tristesse même, car leur tristesse était le symptôme de l'affection qu'ils ressentaient les uns pour les autres, les 3 jeunes gens étaient heureux. « Je suis allé voir l'administrateur ce matin, dit enfin le sauvage. Pourquoi ? Pour demander si je ne pourrais pas aller aux îles avec vous. Et qu'a-t-il dit ? Demanda avidement Helmholtz. Le sauvage hocha la tête. Il n'a pas voulu me le permettre. Pourquoi pas ? Il a dit qu'il voulait poursuivre l'expérience. Mais je veux que le diable m'emporte, ajouta le sauvage, avec une fureur soudaine. Je veux que le diable m'emporte si je continue à servir de sujet d'expérience. Pas pour tous les administrateurs du monde. Moi aussi, je m'en irai demain. Mais où ? Demandèrent les autres en unisson. Le sauvage haussa les épaules. N'importe où, ça m'est égal, pourvu que je puisse être seul. De Guildford, la voie aérienne descendante suivait la vallée de la Wey, jusqu'à Godalming, puis, par Milford et Whitley, se dirigeait sur Aalsmeer et continuait par Peterfield, vers Portsmouth. Suivant un tracé à peu près parallèle, la voie montante passait par Worplesdon, Tongham, Puttenham, Elstead et Greifswald. Entre la crête de Hog's Back et Indeed, il y avait des endroits où les 2 lignes n'étaient pas distantes de plus de 6 ou 7 kilomètres. Cette distance était trop faible pour les aviateurs négligents, surtout la nuit, et quand ils avaient absorbé un demi-gramme de trop. Il y avait eu des accidents sérieux. On avait décidé de dévier la voie montante de quelques kilomètres vers l'ouest, entre Greifswald et Tongham. 4 phares aériens abandonnés jalonnaient le tracé de l'ancienne route de Portsmouth à Londres. Les cieux au-dessus d'eux étaient silencieux et déserts. C'est par Shelbourne, Burdon et Farnham que ronflant et rugissant passaient à présent sans discontinuer les hélicoptères.
Le sauvage avait choisi pour ermitage le vieux phare qui se dressait sur la crête du coteau entre Puttenham et Elstead. Le bâtiment était en béton armé et en excellent état, presque trop confortable, avait pensé le sauvage lorsqu'il avait pour la première fois exploré les lieux, presque trop luxueusement civilisés. Il apaisa sa conscience en se promettant en compensation une discipline personnelle plus rigoureuse, des purifications d'autant plus complètes et foncières. Sa première nuit dans l'ermitage fut de propos délibérés une nuit d'insomnie. Il la passa à genoux, adressant ses prières tantôt à ce ciel auprès duquel le coupable Claudius avait mendié son pardon, tantôt en Zuni, à Awoniwalona, tantôt à Jésus et Pukong, tantôt à son propre animal gardien, l'aigle. De temps à autre, il étendait les bras comme s'il était en croix, et les tint ainsi durant de longues minutes, d'une douleur qui croissait jusqu'à devenir un paroxysme de torture frémissante. Il les tenait ainsi, en crucifixion volontaire, tandis qu'il répétait entre ses dents serrées, cependant que la sueur lui ruisselait le long du visage. Oh, pardonnez-moi, purifiez-moi, oh, secourez-moi pour que je sois vertueux. À plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il fût sur le point de s'évanouir de douleur. Quand arriva le matin, il éprouva la sensation d'avoir gagné le droit d'habiter le phare. Oui, quoiqu'il y eût encore des vitres à la plupart des fenêtres, quoique la vue qu'on avait de la plate-forme fût si belle, car la raison même pour laquelle il avait choisi le phare était devenue presque immédiatement une raison d'aller ailleurs. Il avait résolu de vivre là, parce que la vue était si belle, parce que de ce point dominant le paysage, il lui paraissait contempler au large l'incarnation d'une chose divine. Mais qui était-il donc, pour être comblé par le spectacle quotidien, voire horaire de la beauté? Qui était-il donc, pour vivre dans la présence visible de Dieu? Tout ce qu'il méritait, en fait d'habitation, c'est quelque étable crasseuse, quelque trou sans lumière dans le sol. Encore tout courbaturé et endolori après sa longue nuit de souffrance, mais pour cette raison même rassuré intérieurement, il grimpa à la plate-forme de sa tour. Il contempla le monde brillant à l'aube, qu'il avait de nouveau gagné le droit d'habiter. Au nord, la vue était limitée par la longue arête de craie de la crête de Hoogback, derrière l'extrémité orientale de laquelle s'élevaient les tours des 7 gratte-ciel qui constituaient Guildford. Les apercevant, le sauvage fit la grimace, mais il devait se réconcilier avec elle par la suite, car la nuit, elle scintillait gaiement en constellations géométriques, ou bien, éclairée par des projecteurs, elle dirigeait leurs doigts lumineux d'un geste que personne en Angleterre, si ce n'est le sauvage, ne comprenait à présent, avec solennité, vers les mystères insondables des cieux. Dans la vallée qui séparait la crête de Hogsback de la colline sablonneuse sur laquelle s'élevait le phare Puttenham, était un petit village modeste, haut de 9 étages, avec des silos, un établissement d'élevage de volailles et une petite usine à vitamine D. De l'autre côté du phare, vers le sud, le terrain descendait en longues pentes couvertes de bruyères jusqu'à une succession d'étangs. Au-delà, au-dessus des bois intermédiaires, s'élevait la tour à 14 étages d'Elstead, vaguement perceptible sur le fond brumeux de l'air d'Angleterre. Indeed et Selborne sollicitaient les regards vers un lointain bleu et romanesque. Mais ce n'est pas le lointain seul qui avait attiré le sauvage à son phare. Les abords étaient aussi séduisants que les lointains. Les bois, les étendues libres de bruyères et de genêts jaunes, les massifs de pins d'Écosse, les étangs luisants avec leurs bouleaux surplombants, leurs nénuphars, leurs lits de roseaux, tout cela était magnifique, et pour un œil habitué aux aridités du désert américain, étonnant. Et puis la solitude. Des journées entières se passèrent, au cours desquelles il ne vit même pas un être humain. Le phare n'était qu'à un quart d'heure de vol de la tour de Charingté, mais les montagnes de Malpais étaient à peine plus désertes que cette lande de Surrey. Les foules qui quittaient quotidiennement Londres ne le quittaient que pour jouer au golf électromagnétique ou au tennis.
Tottenham ne possédait pas de terrain de golf. Les surfaces de Rayman les plus rapprochées étaient à Guilford. Les fleurs et le paysage étaient ici les seules attractions, de sorte que, comme il n'y avait pas de bonne raison d'y venir, personne n'y venait. Pendant les premiers jours, le sauvage vécut seul, sans être dérangé.